C'est l'histoire de frères à Gaza qui ne parviennent pas à se mettre d'accord. Le Hamas d'un côté, le djihad islamique et toutes les factions terroristes de l'autre. Résultat, ils passent leur nerf sur Israël. Cinq tirs de roquettes et obus de mortier sur les localités frontalières de la bande de Gaza. Ce qui pousse l'armée israélienne à réagir, certes, mais tout en retenue. Une retenue de façade pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui prévient immédiatement avant les frappes lancées par les chasseurs de l'armée israélienne. Si quelqu'un à Gaza pense pouvoir relever la tête après l'opération Ceinture Noire, il fait une grave erreur. Nous réagirons fermement à toute attaque contre notre pays et continuerons à garantir la sécurité d'Israël sur tous les fronts. Quelques jours plus tôt, le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, titillait les nerfs du Premier ministre israélien. Les actes d'inculpation contre Benjamin Netanyahou est une bonne nouvelle pour notre peuple, affirmait-il. On parlera dans cette édition de défense de la menace des roquettes et des missiles, du nord comme du sud, mais pas seulement. Restez avec nous en deuxième partie de magazine, les témoignages de deux anciens candidats des présidentielles en Tunisie, menacés de mort car en faveur d'une normalisation avec Israël. Et avant de retrouver notre premier invité, ces images impressionnantes de l'hélicoptère de l'armée israélienne de type Yassour, un transporteur de troupes qui a pris feu au cours d'un exercice militaire dans le sud du pays. Les deux pilotes ont réussi à poser leur appareil en moins d'une minute, un record, et ont ainsi sauvé les 11 soldats qui étaient à l'intérieur. Et pas n'importe lesquels, ils appartiennent tous à l'unité d'élite de l'armée de l'air, les Shaldag, spécialisés dans le marquage des cibles en terrain ennemi et opérations de sauvetage d'otages. Le commandant de l'armée de l'air, Amikam Norkin, a ordonné que les appareils soient cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. Ironie de l'histoire, cela fait 2 ans que l'armée de l'air aurait dû choisir le successeur du Yassour, rentré en activité dans les années 60 et depuis, à bout de souffle, il a dépassé son kilométrage autorisé. Le Yassour, c'est surtout un terrible souvenir pour les Israéliens. Souvenez-vous, en 1997, 2 hélicoptères partaient vers le sud Liban. Ils s'étaient percutés. 73 soldats israéliens avaient péri. La pire catastrophe aérienne de l'histoire du pays. Et nous l'annoncions dans le sommaire de cette édition, l'actualité est bien évidemment marquée par ces tirs, ces nouveaux tirs de roquettes dans le sud du pays. État des lieux justement avec Lucas de Villepin et on en parle juste après avec notre premier invité. Pour la deuxième soirée consécutive, une nuit agitée dans le sud d'Israël. 2 roquettes sont tirées depuis Gaza, le système Dôme de fer en intercepte une. Une femme se blesse légèrement alors qu'elle courait vers un abri antimissile, mais il n'y a aucun dégât matériel. Quelques heures plus tard, Tsahal réplique en lançant une frappe sur des installations du Hamas. Des sites de confection de roquettes sont visés. Le groupe terroriste tente de répliquer en tirant sur les avions israéliens. Côté israélien justement, l'alerte retentit une nouvelle fois, mais aucun engin n'a traversé la frontière. Vers 6 h du matin, Tsahal lance à nouveau un raid sur des sites souterrains du Hamas dans le nord du territoire palestinien. C'est le ministre de la Défense en personne, Naftali Bennett, qui aurait ordonné les frappes sur les installations du groupe armé. Dans la soirée, Benjamin Netanyahou réagit. Si quelqu'un à Gaza pense pouvoir relever la tête après l'opération Ceinture Noire, il fait une grave erreur. Nous réagirons fermement à toute attaque contre notre pays et continuerons à garantir la sécurité d'Israël sur tous les fronts. Ces incidents témoignent du calme encore très précaire à la frontière gazaoui. Il y a 2 semaines, une nouvelle escalade a été déclenchée par l'élimination ciblée d'un haut gradé du djihad islamique par Israël. Au cours des dernières violences, Israël a essuyé plus de 450 tirs de roquettes par le groupe terroriste. Une vingtaine de Palestiniens, pour la plupart membres du djihad islamique, ont été tués dans les répliques de Tsahal. Et pour justement parler de ce problème posé par les roquettes tirées depuis la bande de Gaza, je reçois notre premier invité, David Moès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la société GG Défense System, spécialisée dans la protection des zones d'habitation contre des missiles et des engins explosifs. Alors, votre société a justement développé des nouveaux matériaux capables d'encaisser de tels impacts. De quoi s'agit-il ? Alors comme ça, on a été appelé par le gouvernement il y a quelques années à trouver des solutions pour entre 800 000 et 1 million d'habitations en Israël qui n'ont pas de protection physique, des chambres fortes. On se rappelle bien qu'en 1992, après la guerre avec l'Irak, qui s'était passée en 1990-91,
il y a une nouvelle loi en Israël qui est sortie, des mamadim, c'est-à-dire des chambres fortes. Des chambres fortes qui étaient construites en fait dans des habitations nouvelles, dans des appartements ou des maisons qu'on construisait à partir donc de 1992. Cependant, tous les appartements construits avant n'avaient pas de chambre forte ou avaient une chambre forte pour toute une habitation comme un building ou bien une chambre forte qui était pour un shruna, un quartier. Et donc, en fait, on devait trouver une solution qui puisse rentrer dans n'importe quelle habitation, à n'importe quel étage. C'est-à-dire une protection qui était à la fois avec peu de poids, mais donnait en fait une réponse à toutes sortes de menaces. Alors vous me disiez hors antenne qu'en mai dernier justement, pas plus tard qu'il y a quelques mois, une famille a été sauvée à Ashkelon grâce à votre protection, grâce à vos matériaux. Expliquez-nous. Oui, en fait ce qui se passe c'est qu'on a développé cette protection à mettre dans une chambre par exemple d'un parent ou d'un enfant. Donc en fait, on a une maison qui existait à Ashkelon, on est rentré, on a vérifié quels sont les risques sur cette maison, d'où vient le risque. N'oublions pas que le risque peut venir de Gaza avec des charges assez faibles, quand d'un autre côté il peut venir aussi de l'Iran ou d'Irak avec des charges beaucoup plus importantes. Notre solution peut donner une solution à ces deux. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un impact, ces matériaux sont capables d'encaisser la charge explosive? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où le missile tombe, la charge explose, le souffle part. Le souffle essaie de rentrer dans n'importe quelle fissure dans la maison. Il arrive au bloc de la maison, le bloc est détruit et explose, et notre solution se trouve dans la chambre elle-même et protège la famille. D'où l'objectif et d'où la nécessité, bien évidemment, pour les familles d'aller se réfugier dans ces chambres renforcées. Ce qui m'intéresse, c'est que comment vous arrivez à avoir un coup d'avance, justement, face aux terroristes qui, eux aussi, essaient de moderniser leur charge? Bon, évidemment, nous vivons en Israël et notre société est spécialisée en avançant en fait, avec le temps aussi. C'est-à-dire que nos clients sont peut-être les civils dans ce cas-là, mais nous travaillons aussi avec les gouvernements dans le monde entier, ici aussi en Israël. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose se passe ou qu'on voit une nouvelle menace sur les civils ou sur le pays en lui-même ou d'autres ambassades dans le monde entier, nous devons avancer. Ce que nous faisons, c'est nous développons de nouveaux produits à chaque fois, nous les testons en live dans le désert avec des explosions réelles. C'est ce qu'on voit exactement là sur l'écran derrière nous. Très certainement, oui. Donc ça veut dire que c'est réellement testé, il y a réellement une explosion. Vous êtes spécialisé dans les missiles qui sont tirés depuis Gaza ou également sur les menaces qui viennent du nord? C'est des menaces qui viennent de partout en fait, toutes sortes de menaces, mais c'est aussi balistique. Nous avons des solutions pour les voitures béliers aussi, c'est-à-dire que n'importe quelle menace qui aurait sur la population ou sur un gouvernement ou sur une infrastructure du gouvernement, peu importe lesquelles, nous devons donner ces solutions, c'est notre motif. Alors vous disiez peu de charges explosives depuis Gaza, vous avez testé, alors ça me semble surréaliste, un missile qui serait plutôt la réplique d'un missile iranien de 800 kg d'explosifs, c'est énorme. Je ne rentrerai pas dans les charges elles-mêmes, mais nous avons des énormes explosions exactement, même plus grandes que celle-là. Ça dépend en fait de la menace qui est en fait sur la cible. Attendez, plusieurs centaines de kilos d'explosifs, David Moès, ça peut complètement abattre ce studio-là. Donc comment vous faites pour que vos matériaux encaissent justement une telle charge? Oui, en fait, le jeu, c'est de prendre le souffle de l'explosion et de l'amener où nous désirons. Ça veut dire qu'à la place qu'il rentre dans l'appartement, de manière à ce qu'il rentre dans les couloirs, par exemple, et repart par d'autres endroits. C'est pourquoi nous avons une géométrie spéciale dans du métal de quelques millimètres seulement, parce qu'en fait, finalement, la solution que nous donnons, c'est quelques millimètres de métal. Ces millimètres de métal, en fait, vont prendre l'explosion, avec leur géométrie, vont envoyer le souffle à d'autres endroits désirés par nous, évidemment, et à ce moment-là, la famille est sauve. Ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'il y a eu ces 4 tirs de roquettes depuis la Syrie vers Israël, il y a une donnée qui me fait froid dans le dos. Près de 800 000 personnes en Israël sont démunies de toute chambre de protection. C'est catastrophique. Bon, d'un côté, le gouvernement a donné des fonds aux gens pour construire un mamad ou des solutions différentes, c'est vrai. D'un autre côté, en effet, il y a 800 000 à 1 million, on parle de maisons, appartements ou maisons qui n'ont pas de protection en Israël, ou bien qui ont une protection
dans le bâtiment en dessous. Ce qui veut dire que les gens doivent commencer à courir pour arriver à une chambre forte. Et là commence la panique. La vie d'une personne qui a une chambre forte dans son propre appartement est très différente que celle de quelqu'un qui doit courir dans un building. Est-ce que ça veut dire que vous confirmez finalement, et ça sera ma dernière question, David Moès, Oui. ce que le général Yitzhak Brik, général de réserve, dit, c'est-à-dire qu'en cas de conflit généralisé dans le nord et dans le sud, finalement, de la défense passive, la population n'est pas encore prête? En certaines manières, elle n'est pas prête. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. D'un autre côté, évidemment, il y a Kippat Barzel, un dôme de fer qui fait un très bon travail. Mais évidemment, chacun doit faire attention à lui-même et prendre la solution la plus rapide qu'il a, que ce soit la chambre forte existante ou bien celle qu'il doit construire. C'est-à-dire que, et on rappellera toujours à tous nos téléspectateurs qu'au moment où il y a une alerte, il ne faut pas hésiter une seule seconde, aller se rendre immédiatement dans cette chambre de protection dont vous êtes le spécialiste, David Moès. Merci d'avoir été avec nous. Vous reviendrez sur ce studio parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, justement, voir cette protection civile par rapport à toutes ces menaces de missiles. Merci d'avoir été avec nous. Et on parle justement toujours des menaces d'Iran avec cette attaque qui avait eu lieu le 14 septembre dernier. Avec vous, Océane Nicole, une attaque dont vous nous racontez la genèse. Exactement, une attaque extrêmement préparée par Téhéran, préparée 4 mois avant cette attaque de drones et de missiles qui a donc paralysé, on le sait, la plus grande installation de raffinage de pétrole au monde en Arabie Saoudite. Plusieurs officiers iraniens s'étaient rassemblés justement pour détailler et planifier cette attaque. Parmi ces officiers, il y avait notamment les plus hauts gradés du corps des gardiens de la révolution islamique et également la branche d'élite de l'armée iranienne. Et le sujet principal de cette réunion, Mathias, tout simplement comment punir les États-Unis qui sont sortis de l'accord sur le nucléaire iranien et qui ont donc réimposé les sanctions économiques contre Téhéran. Et c'est le chef des gardiens de la révolution lui-même qui a eu une attaque ciblée des bases militaires américaines dans la région, un plan finalement rejeté par l'ayatollah Khamenei lui-même qui ne voulait pas s'attirer tout simplement la foudre de Washington. L'Iran qui a donc choisi de prendre pour cible le 14 septembre dernier donc des installations pétrolière saoudienne. Je vous propose qu'on écoute justement le chef des gardiens de la révolution. Je mets en garde les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Vous avez été testés sur le champ de bataille et vous avez reçu une gifle dans la figure. Et vous n'avez pas été capable de répondre. Si vous franchissez nos lignes rouges, nous vous détruirons. Et l'Iran qui n'en reste pas là, qui menace toujours, selon le Premier ministre israélien, Israël, et qui serait à même enclin d'ailleurs de lancer une attaque prochainement. Exactement, c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui l'a dit. En début de semaine, il était justement à la frontière nord d'Israël. Il était accompagné de son ministre de la Défense, Naftali Bennett. Et les deux hommes ont réitéré largement l'engagement de Tsahal dans la région contre justement cet ennemi iranien, Benjamin Netanyahou, qui promet de déjouer toute attaque de Téhéran, y compris les transferts d'armes en Syrie, que ce soit par voie aérienne ou par voie terrestre d'ailleurs. Naftali Bennett qui, lui, va carrément plus loin et qui déclare que les Iraniens n'ont rien à faire de l'autre côté de la frontière. On l'écoute. Notre message aux forces terroristes iraniennes en Syrie est clair. Vous n'avez rien à chercher ici, vous n'avez rien à essayer d'établir ici. Face à ce que vous essayez de faire, vous rencontrerez une armée israélienne forte et déterminée qui vous fera mal. Aux dirigeants iraniens, nous disons, concentrez-vous sur vos citoyens, améliorez la vie des Iraniens et non sur une tentative infructueuse de nuire aux Israéliens. Merci Océane. Nicolas, à la semaine prochaine. Merci Mathias. C'est le deuxième dossier de défense cette semaine. Souvenez-vous, Mander Guefresh était mon invité en août dernier. Voilà ce qu'il déclarait. Les Hamas et Hezbollah et les partis djihadistes sont l'ennemi du peuple tunisien, ce n'est pas l'État israélien. Et puis, Mounir Bahatour était candidat aux élections présidentielles en Tunisie. Voilà ce qu'il disait dans le magazine Orient présenté par Cyril Amar. Écoutez. C'est des personnes qui me reprochent principalement ma position vis-à-vis de la normalisation avec l'État israélien. Ils considèrent que je suis sioniste. Messieurs, bonjour. Mander, vous êtes dans nos studios à Paris. Mounir, vous êtes en Skype à Marseille. Si vous êtes depuis en France, c'est parce que depuis vos propos sur notre antenne d'i24 News et ailleurs,
vous êtes harcelé, insulté et surtout menacé de mort. Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de lire ces deux menaces que, messieurs, vous avez bien voulu nous envoyer. Espèce de chien de porc, viens ici, nous allons t'abattre, te brûler. Si tu passes la frontière, on va te brûler. Voilà les deux messages à envoyer et à Monder et à Mounir. Le fait que vous ayez été menacés de mort, messieurs, chacun de votre côté, avec des messages on ne peut plus directs et clairs sur l'intention de ceux qui vous veulent du mal, le fait que jusqu'à présent, Mounir, vous n'ayez reçu aucune protection par la police française. Moi, j'ai contacté le procureur de la République à Marseille pour lui signaler ma présence et lui l'informer des menaces qui pèsent sur moi. Sa réponse était que ça ne relève pas de la compétence du pouvoir judiciaire de me pourvoyer d'une protection et qu'il fallait contacter l'Élysée. Monder, est-ce que vous vous sentez réellement aujourd'hui en danger? Est-ce qu'on vous a agressé physiquement? Juste pour 2 minutes pour vous expliquer le sujet de Déby. Donc, après mon interview sur votre chaîne, j'ai reçu plusieurs menaces de mort de la part de groupes et des individus affiliés à l'Iran, au Hamas et Hezbollah, et de groupes terroristes. Je l'ai envoyé à votre collègue déjà un échantillon de ces lettres. Ils m'ont accusé d'être un agent d'Israël et un traître à la cause palestinienne. J'ai porté plainte auprès de la police française au sujet de ces menaces que j'ai reçues et je lui donne toutes les lettres que j'ai reçues. De nombreuses chaînes de télévision et journaux appartiennent à ces extrémistes tels que Al Jazeera, Mu'taz Matar et Journal Al-Quds et Al-Alam TV. Ils ont m'attaqué et ils ont mal présenté mon image devant la public malgré que j'ai juste appelé à la nécessité de la paix entre les Arabes et Israël. Car je suis un homme de paix et j'aime la paix. Et je continuerai d'appeler à la paix, quelles que soient les conséquences et les risques. Je vais dire quelque chose d'important. Je n'ai reçu aucun financement d'Israël. Je n'ai besoin d'aucun financement. Ce que je fais est seulement une conviction personnelle basée sur une vision réaliste. Et nous avons déjà commencé à former un centre pour la paix israélo-arabe à London, à la présence de nombreuses personnalités arabes importantes et à la présence de M. Tony Blair, l'ex-président du gouvernement britannique. Monder, j'aimerais poser également la même question, plus ou moins dans des termes différents à Mounir. Vous êtes à Marseille aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire concrètement, et on a vu les messages de haine et de menaces, que finalement, vous n'avez fait que dire que si jamais, effectivement, il y avait un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, eh bien, vous serez d'accord pour une normalisation avec Israël? Est-ce que ça signifie aujourd'hui qu'en l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas rentrer en Tunisie, rentrer chez vous aujourd'hui? Non, je ne peux pas rentrer en Tunisie, c'est clair. Il n'y a pas que les menaces des extrémistes et des islamistes contre moi qui menacent de me tuer. Il y a aussi des poursuites judiciaires contre moi par l'État tunisien, par le pouvoir judiciaire tunisien pour blasphème tout simplement parce que j'ai rappelé des faits historiques. J'ai rappelé les exactions des premiers musulmans contre les juifs de Banu Quraïza et comment en une journée, on a exterminé 900 juifs à Médine, et c'est des faits historiques. Le poste pour lequel je suis incriminé aujourd'hui en Tunisie, c'est un poste que j'ai partagé sur Facebook, dans lequel il n'y a rien d'actuel, mais ça ressemble énormément à l'actualité du XXe siècle. J'ai parlé de ce qui est arrivé aux Juifs à l'époque où Mahomet régnait en tant que de maître sur Médine en Arabie Saoudite. Et ça m'a valu des fatwas, ça m'a valu des poursuites judiciaires. Et je suis menacé pas seulement par les extrémistes et les terroristes islamistes, mais je suis menacé par la justice tunisienne aussi. On vous accuse d'être sioniste. C'est un crime en Tunisie en 2019 ?
Être sioniste, ça a été qualifié par le nouveau président Kais Saïed. Il a dit être sioniste, c'est commettre la trahison suprême. Et la trahison suprême, c'est un crime puni de la peine de mort par la loi tunisienne. Monder, vous me disiez hors antenne que vous avez rencontré l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Paris, l'ambassadeur des États-Unis. Est-ce que vous avez eu un contact avec les autorités israéliennes? Oui, c'est pour cela, je veux dire, j'aimerais bien remercier des milliers d'amis qui m'ont soutenu et je remercie mon ami Eddie Cohen à Tel Aviv. Je voudrais remercier l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris et des États-Unis pour leur soutien face ces menaces terroristes que j'ai reçues. Et j'appelle déjà le ministère de l'Intérieur français de me protéger. Ils ont me promis de protéger ma vie. Pour les Israéliens, je parle avec le responsable de presse de l'ambassade d'Israël à Paris. C'est mon ami déjà, il connaît tout. Mais ils ont dit qu'ils vont discuter avec les autorités françaises pour me garder. Et déjà, ils ont ouvert une enquête contre ces gens qui ont m'envoyé de lettres, même à mon adresse à Paris. Donc, c'est ça. Mounir, vous me disiez à l'instant qu'effectivement le président tunisien a déclaré que finalement toute normalisation avec Israël était un crime. Il disait d'ailleurs que la Tunisie est en guerre idéologiquement avec Israël. Alors ça, on a bien compris avec Israël. Mais est-ce que dire officiellement, comme on l'a entendu juste avant, que le Hamas est une organisation terroriste, ça aussi c'est un crime? Je montrais à l'antenne récemment, Mounir, alors peut-être que je peux avoir votre réaction, une image en plein cœur d'un quartier de Tunis avec un drone qui symbolise finalement celui qui avait été tué à Sfax, une action qui avait été imputée au Mossad, Mohamed al-Zawahiri, qui était le père du développement des drones pour le compte du Hamas. Donc finalement, soutenir le Hamas et dire que le Hamas est une organisation terroriste, c'est un crime en Tunisie donc. Non, la loi ne dit pas grand-chose là-dessus, mais la soi-disant cause palestinienne est tellement sacralisée en Tunisie, est tellement glorifiée, est tellement devenue plus importante que le pain quotidien du peuple tunisien qui gagne un quart du revenu du Palestinien en Cisjordanie, cette cause est devenue tellement prépondérante dans les médias que toute voix discordante qui alerte sur les exactions de Hamas, sur les faits terroristes de Hamas, sur les pratiques, même contre sa propre population. Je ne parle pas des pratiques de Hamas contre Israël, mais contre sa propre population. L'aspect non démocratique du Hamas, le fait qu'elle oblige les petites filles à se voiler, le fait qu'il y a une islamisation à Gaza, tout ça, le fait de dire ça vous met en porte-à-faux par rapport à une majorité dans la société qui considère Zouari comme un martyr tué par Israël et considère que Hamas est un mouvement de résistance. Or, pour moi, personnellement, le Hamas est un mouvement purement terroriste et islamiste. Qu'est-ce que vous demandez, ça sera ma dernière question, Mounir, au pouvoir tunisien, le droit de pouvoir rentrer chez vous? Oui, je demande que les poursuites judiciaires soient abandonnées contre moi et que je puisse rentrer chez moi. Et vous, Monder? Moi, je tiens à dire un mot au nouveau président tunisien Kais Saïed, qui a déclaré que la Tunisie était en état de guerre avec Israël et que n'importe qui traite avec Israël devrait être jugé pour la haute trahison. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que 100 000 Tunisiens vivent en Israël et possèdent la nationalité israélienne?
est-ce que vous savez que les Palestiniens vivent en paix avec Israël? Et comment vous êtes un homme de droits de l'homme et vous appelez à la guerre et à tuer des êtres humains au lieu d'appeler à la paix? Monsieur le Président, l'État israélien possède la plus grande entreprise internationale dans tous les domaines. Alors, au lieu d'appeler à la guerre, nous devrions coopérer avec eux et profiter de son développement et ses progrès comme l'ont fait de nombreux pays arabes. Merci. Je vais demander à tous les gens de travailler ensemble pour la paix. On ne veut plus regarder 200, on veut regarder la paix parce que c'est le moment pour agir ensemble dans ces contextes. Merci Monder Gefresh, merci Mounir Batour d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de nous parler de vos menaces auxquelles vous devez faire face, de menaces de mort concrètement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Merci à vous deux d'avoir été avec nous dans cette émission Défense. Cette émission est terminée, mais avant cela, j'aimerais avoir un message personnel de ma part et de celle de toute l'équipe de Défense à l'intention de notre collaboratrice Miri Maman. Finalement, Miri a décidé de voler de ses propres ailes et l'occasion pour moi de saluer d'abord son professionnalisme, son expérience et son savoir qui vont nous manquer à l'équipe de Défense. Cette émission est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau.